son interview, on pourrait la réécouter. Ceux qui interféreraient, c'est qui ceux qui interféreraient? C'est l'Europe, c'est les États-Unis, c'est pas la Chine, hein. Donc c'est nous. Ceux qui interféreraient connaîtront des sanctions qu'ils n'ont jamais connues jusque-là. C'est-à-dire que jusque-là, on a connu des sanctions où il y a eu des crises où la Russie a coupé le gaz. On a connu ça. Et là, on est au-delà. On parlait de sanctions économiques, de sanctions énergétiques. Il dit de sanctions que vous n'avez jamais connues. On est dans un discours où non seulement il y a une intervention militaire extrêmement rapide qui est menée, il y a des menaces directement proférées à l'ensemble des acteurs potentiels de ce qui a été encore il y a quelques jours une crise diplomatique. Et on est dans un timing qui va nécessiter de notre part, quand je dis nous, c'est de la part des Américains et des Européens surtout, et d'Emmanuel Macron, quelque chose qui ne pourra pas s'étaler sur quelques semaines. Parce qu'en quelques semaines, les Russes sont capables de mettre le chaos dans le pays. On voit que les gens bougent, ils vont partir un peu partout, il va y avoir des pénuries. Et si ces opérations de bombardement continuent, ça suffit pour mettre un pays dans une désorganisation totale. Est-ce que cette provocation, cette menace directe, ça veut dire que Poutine veut dire clairement qu'il n'a rien à perdre? Oui, qu'en ce moment, Poutine va très vite, déstabilise complètement l'Ukraine et il va le faire par tous les moyens possibles, par des cyberattaques, par des bombardements, par des pressions, par des menaces envers ceux qui pourraient venir aider. Donc la question qui se pose, c'est par exemple, est-ce que nous allons très rapidement, côté français ou côté européen, décider de l'envoi de matériel militaire? Et c'est ce qu'il cherche. C'est ce qu'il cherche. Et il dit, si vous le faites, vous allez connaître des choses que vous n'avez jamais connues. On est à un niveau d'escalade et de tension qu'on n'a jamais connu avec la Russie depuis 30 ans. On n'a jamais été dans une telle relation. Il vient de nous menacer directement dans son discours. Ça, on ne l'a jamais connu en 30 ans. C'est complètement inédit et c'est d'une gravité qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer. Oui, tout à fait. Je crois que, naturellement, vous avez tout à fait raison, mais je crois qu'il cherche à déstabiliser, au-delà de l'Ukraine, également l'Europe, les États-Unis, le monde libre, en finale, également l'OTAN. Sur ce point, effectivement, il évoque, parce qu'il viole le droit international tous les jours, mais très paradoxalement, il invoque un article de la Charte des Nations Unies en disant, moi, j'ai de la légitime défense. D'abord, je dois intervenir parce que c'est l'Ukraine qui nous agresse, mais attention, n'intervenez pas parce qu'on dit une assistance logistique et militaire, d'accord, mais il est capable de prendre prétexte de cette assistance que les États-Unis vont continuer à apporter, notamment les États de l'OTAN, pour dire l'OTAN m'agresse. Et donc cela pourrait dégénérer vis-à-vis de l'OTAN également. Donc il y a un vrai risque d'affrontement militaire, je dirais même avec l'Europe. La situation, à l'heure qu'il est sur place, on s'appuie bien évidemment sur ces images. On a vu tout à l'heure les embouteillages, les habitants de Kiev qui commençaient à fuir la ville. Image ici donc de Kiev avec des gens qui sont là à la sortie du métro, avec leurs valises qui cherchent un abri. Voilà, c'est ce qu'on nous dit pour la mise en contexte et la mise en situation de ces images. Bonjour Pascal Boniface, merci d'être là. Vous êtes directeur à l'IRIS, évidemment. On a sous les yeux la capitale ukrainienne avec ces bouchons, ces gens qui fuient. C'est un scénario terrible, déjà après quelques heures après l'annonce de Vladimir Poutine. Oui. On peut comprendre que les Ukrainiens soient inquiets du fait de ces bombardements. Alors pour l'instant, ce sont les infrastructures militaires et les aéroports qui sont visés, mais on sait très bien que dans ce type de bombardement, il peut toujours y avoir des dommages collatéraux, des bavures. Et donc, effectivement, Poutine a déclaré la guerre. Là, on est vraiment sorti du scénario précédent. Là, c'est carrément une agression militaire qui ne concerne pas que les régions limitrophes de la Russie ou les républiques autoproclamées. Donc il y a vraiment une escalade. Et pour revenir sur ce que vient de dire Olivier Ravanello, Poutine joue un peu au fou pour faire peur. Parce qu'il dit effectivement, les mots qu'il a employés, alors quand il parle de démilitariser l'Ukraine, il peut dire qu'il va juste s'attaquer aux infrastructures militaires, mais quand il emploie le terme dénazifier, ça veut dire quoi? Changer le régime. Et puis il y a la menace effectivement, carrément, d'une guerre nucléaire, en disant qu'il ne faut pas interférer avec sa politique. Alors bien sûr, c'est le scénario extrême, et Poutine est vraiment dans la stratégie du fou. Il veut faire peur, il veut donner le signal qu'il est sans limite et que donc il peut aller jusqu'au bout. Mais je pense qu'il y a deux types de résistance qui vont s'ouvrir contre lui. D'une part, l'Ukraine, c'est quand même un pays de 44 millions d'habitants. Quand on voit les difficultés qu'ont eu les Américains en Irak et également
en Afghanistan, il ne pourra pas occuper l'Ukraine. Et puis, les Russes eux-mêmes vont commencer à s'inquiéter parce que finalement, les Russes n'ont pas soutenu la déclaration de reconnaissance des républiques autoproclamées aussi fortement qu'ils avaient soutenu l'annexion de la Crimée. Donc, il commence à y avoir un peu... les Russes ne seront pas enthousiastes pour se lancer dans la guerre, dont ils risquent de connaître le prix également. Pascal Boniface, vous, bien sûr, et autour de cette table, vous êtes des grands spécialistes de ces questions à l'international. Le public qui nous regarde, peut-être un petit peu moins. Et la question qu'on se pose ce matin, qu'est-ce qui peut l'arrêter, Poutine? C'est ce que les gens se demandent chez eux. Est-ce que vous avez une réponse claire à cette question? Les pertes humaines russes. Lorsque les Russes, ce qui peut l'arrêter, c'est que la Russie perde des militaires, perde des hommes, parce que l'opinion russe, même dans un pays autoritaire, se retournerait contre lui. Et donc, il ne peut pas prendre ce risque. Et donc, je pense qu'il avancera jusqu'à ce que la vie des soldats russes n'est pas en jeu. Merci beaucoup Pascal Boniface pour votre expertise. Les pertes russes, c'est intéressant, aussi dans la capacité que Poutine aura peut-être à ralentir dans cette offensive, Catherine Gentil. Oui, alors moi je pense que ce qui va l'arrêter, Poutine, ce sera quand il aura atteint son but. Je pense que c'est parti comme il est. On voit très bien comment il a mis tous ces pions en place et la manière dont il joue à chaque fois sur l'effet de sidération qu'il déclenche. C'est-à-dire il a toujours un coup d'avance par rapport aux Occidentaux. Il discute avec Emmanuel Macron. On est en train de parler d'un sommet Biden-Poutine et c'est le jour où il annonce l'indépendance des deux républiques autoproclamées. Après, l'Occident décide de sanctions assez douces quand même. Et là, on se dit ça va le pousser à la réflexion. Et là, il attaque l'Ukraine. Donc, il a toujours un coup d'avance, en fait. Et à chaque fois, les Occidentaux sont tellement stupéfaits de son audace, pour utiliser un euphémisme, que du coup, on a un coup de retard. Donc, en fait, Poutine, pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il a envoyé des troupes au sol, justement. Il est en train de bombarder, sûrement par l'artillerie et les avions, tout ce qui est le système de défense militaire de l'Ukraine, pour la rendre encore plus impuissante qu'elle ne l'est, comparée à la force de frappe militaire des Russes. Alors évidemment, si on voit des cercueils de militaires russes revenir en Russie, bien sûr, ça va frapper l'opinion publique russe comme n'importe quelle opinion publique, sauf que les Russes, ils ont quand même une capacité de résilience parce qu'ils vivent justement sous un régime autoritaire qui est beaucoup plus fort que les Américains, les Britanniques ou les Français. Donc c'est sûr que ce sera un traumatisme, mais pas comme ça pourrait l'être en Occident, et il le sait très bien, Vladimir Poutine. Patrick Martin-Genier. Oui, il pourrait aussi tenter, ça avait été envisagé, un coup d'État, c'est-à-dire renverser le régime ukrainien, Volodymyr Zelensky, et trouver un président fantoche qui ferait que l'Ukraine deviendrait un État vassal de la Russie. Ça a été envisagé. Renverser ce régime, trouver une milice, trouver quelques militaires qui pourraient le renverser, ça résoudrait tous ces problèmes, il n'y aurait plus d'engagement militaire, et enfin, on aurait une Ukraine complètement vassalisée. Quel rôle de la France, pourrait-elle jouer, Nicolas de Domenech, la politique française qui c'est vrai, lancé en plein dans sa campagne présidentielle, Pascal Perry le disait tout à l'heure, ça bouleverse complètement la donne au niveau politique et au niveau peut-être même réaction à l'international. Oui, alors Pascal se montrait très optimiste en pensant qu'il y aurait l'union sacrée en France qui pourrait durer pendant des jours et des jours. Je pense qu'elle durera peut-être quelques heures, on peut le souhaiter, mais parce qu'il y a d'abord un rôle diplomatique que la France peut et doit jouer. Le président de la République doit continuer à maintenir ce qui était apparu comme quelque chose de positif, l'union de l'Europe. Bon, maintenant, dans la progression des événements, jusqu'où ira cette union, quelles sanctions seront prises économiques, quelle aide militaire sera apportée quand même à l'Ukraine. À l'Ukraine, pour l'instant, on apporte une aide surtout dans la cyberguerre, mais il faudra bien aller au-delà sans doute. Et puis alors, il y a aussi une action donc, sur le domaine intérieur, comment le président va s'adresser aux Français, quand il va le faire, comment il va réunir les représentants des principaux partis qui vont-ils ou pas décider d'une suspension de la campagne. Mais je ne crois pas que la suspension des polémiques durera longtemps. Je prendrai deux exemples. Il y aura une polémique très certainement qui va reprendre sur le rôle de François Fillon, par exemple, ancien Premier ministre qui a pris des responsabilités dans des groupes importants russes et qui est accusé d'être un agent d'influence. Et Valérie Pécresse s'en réclame en permanence. Ensuite, vous avez Éric Zemmour qui n'a cessé de répéter sur un ton très péremptoire que jamais la Russie n'envahirait l'Ukraine, qu'il fallait privilégier l'alliance avec la Russie. Je veux dire, il y a des moments historiques où on s'aperçoit, et que les Français vont avoir ça dans l'œil, de dire quelle est à la toise présidentielle, quels sont ceux
qui ont la hauteur, la dimension suffisante et ceux qui ne l'ont pas. Donc je pense que de ce point de vue-là, vous aurez des répercussions importantes. Merci Nicolas. Et on va retrouver devant l'Élysée Charline Hurel. Charline, vous êtes donc devant l'Élysée. Le président a réagi. Exactement, avec 2 tweets publiés à la suite il y a 20 minutes. Je vous les lis. La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l'Ukraine. La Russie doit mettre immédiatement fin à ses opérations militaires. C'est pour le premier. Et puis le second, la France est solidaire de l'Ukraine, mais aussi elle se tient aux côtés des Ukrainiens. Alors justement, eh bien, la journée va être cruciale aujourd'hui parce que je vous rappelle qu'Emmanuel Macron avait, avec la Commission européenne, annoncé une batterie de sanctions avant tout économiques. Et ils avaient bien dit qu'il se gardait d'autres sanctions économiques en cas d'aggravement de la situation. Pour le moment, on ne parle absolument pas de sanctions militaires. Mais justement, je vous disais, la journée va être cruciale parce qu'il va y avoir des concertations avec les partenaires, avec les alliés. Je vous rappelle qu'il y a une réunion du G7 qui sera faite en vision. Pour l'instant, elle est maintenue. Mais surtout, le plus important, ce sera aussi ce soir Emmanuel Macron qui se rendra à Bruxelles pour rencontrer les autres dirigeants de l'Union européenne afin justement d'évoquer les sanctions possibles à prendre et surtout le renfort apporté à l'Ukraine. Charline Hurel avec Marine Truchot ce matin, donc dans le 8e arrondissement, devant la présidence de la République. Dans une des pages de ce conflit ukrainien pour les nuls que j'ai depuis ce matin, Catherine Gentil, la France, tout simplement, la question que vous, peut-être, vous posez, peut-elle intervenir militairement pour essayer d'aller contrer? C'est une question qu'on peut se poser. Oui, non, mais je pense que c'est totalement exclu à ce stade. En tout cas, ils l'ont dit et répété. Justement, ça a peut-être été le péché originel, en fait. C'est-à-dire qu'au début de la crise, tout de suite, Joe Biden a dit qu'il est hors de question d'envoyer un seul militaire américain sur le terrain qui risquerait sa vie. Donc là, Vladimir Poutine, je pense que c'est la phrase qu'il a retenue, effectivement, qui l'a peut-être... encore plus encouragé justement à se lancer dans cette aventure militaire parce qu'il sait très bien qu'il n'aura pas la force de frappe et la puissance de feu occidentale contre lui. Pourquoi ? Parce que Joe Biden l'a dit, et d'ailleurs il a vraisemblablement raison, c'est qu'à partir du moment où les Russes et les Américains se tirent dessus, c'est la 3e guerre mondiale qui se déclenche. Donc par définition, ni les Américains ni les Français ne vont se lancer dans un combat face à face. En revanche, dans ces guerres qu'on appelle maintenant asymétriques, etc., c'est sûr qu'il va y avoir une guerre de l'ombre qui va se faire, notamment au niveau, on l'a déjà dit, de tout ce qui est cyber. Autre répercussion et autre question qu'on peut se poser, quelles peuvent être les répercussions de ce conflit en Ukraine sur notre quotidien, Olivier Ravanello? Sur notre quotidien, à court terme, le seul impact que je vois, c'est un impact sur les matières premières, sur l'énergie. Dans quelle proportion, je ne saurais pas vous le dire, parce qu'on a quand même d'autres sources d'énergie qu'uniquement le gaz russe. Et puis, comme ça a été souligné un peu plus tôt, pour l'instant, l'approvisionnement n'est pas coupé. Et que quand vous vendez du gaz, les intérêts sont des deux côtés aussi, et que c'est l'une des principales ressources de la Russie. Donc, pour l'instant, on n'en est pas là. Il y a quand même une question sur la réaction française qui va être de savoir si au niveau européen, on apporte une aide militaire. C'est sans doute la ligne la plus avancée qu'on peut tenir. Est-ce qu'on va jusqu'à une aide militaire de l'Ukraine? Pas d'intervention, je te rejoins là-dessus, mais est-ce qu'on apporte une coopération, une aide de quelque façon que ce soit? Et il y a une importance très forte de la prise de parole d'Emmanuel Macron. Ce qu'on a vu via des tweets, pour moi, c'est de la communication d'attente. Oui. Avant une véritable prise de parole qui va dessiner une forme de stratégie pour quelques jours. C'est à la fois le président de l'Europe qui parle. Est-ce que Macron va rester celui qui aura présidé l'Europe au moment où un pays frontalier de l'Europe aura été attaqué sans rien faire? C'est quand même un élément important. Et il y a les pays baltes qui se disent les prochains, c'est nous. Et qu'il faut rassurer, et pas simplement avec des mots. Ouais. Juste dernière information, selon les gardes frontières ukrainiens, les forces terrestres russes sont entrées en Ukraine. Voilà le dernier urgent de l'agence France Presse qui nous parvient à l'instant, toujours en source, selon les gardes frontières ukrainiens. Signe peut-être, on évoquait la bataille aérienne, on évoque maintenant la bataille au sol, Catherine Gentil, la bataille terrestre. Patrick.
Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'Emmanuel Macron, naturellement, est président du Conseil de l'Union européenne, mais comme l'Europe n'a aucune capacité de défense, eh bien, les capacités de riposte sont essentiellement nationales. Donc il y aura une coordination, ça lui donne peut-être un poids politique supplémentaire, mais en tout état de cause, c'est chaque pays qui devra réagir. Hein. Et donc si la France doit avoir une riposte, quelle qu'elle soit, voilà. Et ça, donc l'Europe, non, néant. Charles Michel peut bien s'exprimer, il n'y a pas de capacité de riposte, ce sera l'OTAN, et donc l'OTAN, c'est les États-Unis. Donc ça, c'est effectivement important. Il y aura l'impact économique. Et ce que je voudrais dire quand même, ce qui est grave, c'est que on dit qu'on va apporter une assistance militaire, de l'équipement militaire. On va continuer à envoyer un équipement militaire. Mais attention, cela pourrait être considéré comme une agression militaire de la part de Vladimir Poutine, suscitant une réaction contre l'Occident. Et là, effectivement, il y a un risque de crescendo et d'incidents multiples. On va revenir évidemment sur les réactions, celle notamment de Joe Biden, hein, qui a réagi par rapport à l'opération militaire qui se tient en ce moment en Ukraine. Le président Poutine qui a choisi de lancer une guerre préméditée qui entraînera des souffrances et des pertes humaines catastrophiques. Préméditée donc, mais que certains n'avaient pas vu venir malgré tout. Des responsables. Mais qui est une façon de dire, il nous a menés par le bout du nez depuis 3 semaines. Et que la rapidité de cette intervention-là montre bien qu'il y avait en même temps que des discussions, une préparation de cette offensive qui était à l'œuvre au Kremlin. Et donc il y a un enjeu de crédibilité très fort pour Biden, pour Macron, vis-à-vis d'un Poutine qui encore une fois, les a promenés pendant des semaines. Les a promenés, c'est le terme que vous employez, les a promenés dans cette valse un petit peu diplomatique. On peut peut-être pas dire autre chose, Catherine Gentil. Il faudrait savoir ce qui s'est dit justement dans les tête-à-tête, les négociations qu'il a pu avoir, Vladimir Poutine, avec ses différents interlocuteurs. Parce que ce que dit Olivier Ravanello est vrai, c'est que Vladimir Poutine, il faut toujours l'écouter. Parce que même si nous, ça nous paraît assez baroque et qu'on se dit non, mais ça, c'est pas possible, si pour lui, c'est possible. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que vous parliez de l'impact sur la France et sur les Occidentaux, d'ailleurs, en général. Il y a effectivement l'impact économique, mais il y en a un autre qui est presque plus important au bout du compte, c'est le dur retour au principe de réalité. C'est-à-dire qu'en Occident, on se disait, hormis la guerre en Yougoslavie concernant l'Europe, effectivement, on est sur un continent où la paix existe depuis la Deuxième Guerre mondiale, tout va bien et ça va être pour l'éternité. Et bien là, ce matin, on se réveille en se disant non, c'est pas vrai ça. Le principe de réalité, c'est qu'effectivement, il y a une guerre qui peut se déclarer en Europe, et non seulement une guerre, mais une guerre avec une puissance qui a l'arme nucléaire. Donc, les gens qui ne s'étaient pas trop intéressés au conflit en ex-Yougoslavie, parce que justement, c'était une guerre qui ne nous menaçait pas. En fait, ça menaçait nos soldats français qui sont allés se battre là-bas, mais on était sûr que ça n'allait pas arriver jusqu'en France, jusqu'en Allemagne, jusqu'au Royaume-Uni, etc. Là, aujourd'hui, la donne change. Et là, on est face à une puissance nucléaire, la Russie, qui a décidé d'entrer dans un conflit militaire. Donc là, c'est toute notre vision du monde, tous nos repères qui sont à revoir. On est sur ces images de Tchouyouïv, donc l'Ukraine, à l'est de l'Ukraine, quasiment à la frontière russe, pour vous montrer ce panache de fumée qui s'échappe de l'aéroport militaire. Voilà les premières constatations sur place, signe de bombardements à la fois dans le sud du pays, dans l'est et dans l'ouest aussi, où il y a des témoins qui nous rapportent des explosions et des sirènes anti-bombardement qui ont retenti un peu partout. Solène Rio, Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères. Solène, ça bouge autour de vous ? Oui, on n'a pas dû beaucoup dormir ici du côté du ministère des Affaires étrangères. Lorsqu'on est arrivé aux alentours de 5h30, Stéphane, les lumières étaient déjà allumées derrière nous. Il y avait des voitures qui commençaient à arriver et pour cause, puisque les consignes donc à destination des ressortissants français ont été mises à jour avec cette recommandation de quitter l'Ukraine dans les plus brefs délais. Parce que oui, ça y est, ce ne sont plus seulement les zones de l'est du pays, à proximité des régions séparatistes, Donetsk, Lugansk par exemple, qui sont considérées comme ultra dangereuses, mais bel et bien l'ensemble de l'Ukraine. Alors au-delà de cette recommandation, le Quai d'Orsay appelle également nos concitoyens à ne pas se rendre évidemment en Ukraine, en particulier tous les déplacements vers la partie nord et est du pays sont fortement déconseillés. Sur ce qui se passe actuellement, ce que nous dit la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, c'est que l'ambassade française reste à pied d'œuvre à Kiev, bien évidemment, pour continuer son travail avec les forces ukrainiennes, avec les autorités ukrainiennes sur place. Et puis
On a appris également il y a une trentaine de minutes qu'une cellule de crise a été ouverte par l'ambassade française en Ukraine. Les ressortissants français sur place peuvent donc contacter cette cellule de crise par téléphone. Il y a également un contact permanent entre le Quai d'Orsay et les ressortissants français via une campagne massive d'appels. Et puis il y a aussi cet échange entre d'un côté la diplomatie française et les observateurs de l'OSCE qui s'occupent de la sécurité, de la coopération en Europe. Ce qu'on attend désormais, vous l'aurez compris, c'est l'organisation. Comment ça va se passer? Comment le retour des ressortissants français va s'organiser? Parce qu'on le sait depuis maintenant 5h30 ce matin, l'Ukraine a fermé son espace aérien à l'aviation civile. Merci Solène, vous étiez en direct devant le Quai d'Orsay. Merci aussi à Julie Janus. Patrick Martin-Genier, le président ukrainien dit nous sommes en train de créer une coalition anti-Poutine, il faut contraindre la Russie à la paix. Oui, complètement. Sous-entendu en faisant la guerre Tous les moyens vont être bons. Je veux dire, quand un pays est agressé de cette façon par un dictateur qui considère que l'Ukraine, c'est sa propriété, qu'on doit lui restituer, on est dans la violation totale du droit international. Donc il faut faire cette coalition. Alors maintenant, on va voir de quelle façon la coalition, c'est d'abord un embargo économique et financier total. Il faut être très dur. Il faut frapper très dur pour frapper non pas uniquement à la tête de l'État russe, mais également, malheureusement, la population russe qui va soutenir son président. Il faut qu'effectivement, il y ait un impact très fort. Et une coalition militaire, bien sûr qu'il va y avoir une coalition militaire, parce qu'on a bien vu que finalement, au-delà de l'Ukraine, ce qui intéressait Poutine, c'était l'Europe. Il veut renégocier la sécurité collective en Europe. En d'autres termes, il voudrait que l'OTAN se retire de la Pologne, des pays d'Europe de l'Est qui se sont libérés du communisme il y a 20 ans, puisque dans sa tête, il refait l'histoire. Donc naturellement qu'il faut une coalition militaire très forte pour être prêt en cas d'agression en Europe, notamment à la frontière avec la Pologne. Donc il a raison, Zelensky. Et ce qu'il risque aujourd'hui, c'est d'être renversé par des militaires, par une intervention extrêmement rapide qui permettrait de mettre en place un régime fantoche. Donc il faut se presser et on s'aperçoit que l'Occident, l'OTAN, les États-Unis, malheureusement, ont un train de retard. C'est Vladimir Poutine qui mène le jeu et nous, on est constamment derrière en train de réagir. Il faut aujourd'hui prendre l'offensive. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et le président ukrainien qui a déclaré ce matin, Zelensky, pas de panique, nous allons vaincre. Oui. Est-ce que c'est un peu présomptueux ou en le disant, il le croit à la limite? Non, il est dans un discours d'appel à la mobilisation. Encore une fois, ils sont en état de guerre de basse intensité depuis déjà longtemps. Il y a des jeunes soldats qui sont sur le front régulièrement. Donc c'est un appel à la mobilisation. C'est le fait de dire, ça y est, on est en guerre. Et l'un de nos intervenants l'a dit, a eu cette expression, ça y est. Ce qui veut bien dire que c'est dans les têtes en Ukraine depuis déjà très longtemps et qu'ils sont prêts à faire face. Ce qui est important de noter, c'est que dans les prises de parole, notamment du point de vue européen, occidental, on parle d'Ukraine. C'est-à-dire que tant qu'on parle d'Ukraine, on n'a encore pas abandonné l'idée que c'est un pays souverain et que la partition, on ne l'entérine pas. Il faudra veiller à un moment donné où, s'il y a une évolution de langage et qu'on commence à faire une séparation entre l'Ukraine de l'Est et l'Ukraine de l'Ouest, comme on le fait nous pour analyser la situation. Mais si diplomatiquement on entérine ça, c'est mort, c'est plié. Au passage, ce qu'est en train de faire Poutine, et c'est ce que vous étiez en train de développer, je trouve qu'il soulignait très bien, c'est qu'il a rebranché l'OTAN. C'est-à-dire pour ceux qui, depuis quelques années, se demandaient à quoi sert l'OTAN, la légitimité de l'OTAN. Voilà, il n'y a plus de questions. L'OTAN va redevenir centrale, nécessaire, indispensable. Et c'est Poutine qui l'aura engagé, ce qui est quand même assez paradoxal au final. Et puis, une situation qui pose la question de l'Europe. C'est-à-dire que si vous regardez depuis une dizaine d'années, que ce soit par les relations qu'il a eues de manière plus directe avec certains pays de l'Est, je pense notamment à la Hongrie, avec des dialogues pour certains sur l'énergie avec les Allemands et pas avec d'autres. Poutine n'a eu de cesse que de miner de l'intérieur l'Europe. Aujourd'hui, on voit dans notre difficulté à réagir à quel point sa stratégie a quand même payé. Là aussi, ça va être un peu un dernier sursaut. Est-ce que l'Europe est capable d'exister en tant que telle face à Poutine et dans un schéma qui est en train de se redessiner entre une Russie et l'OTAN? Est-ce que l'Europe, au milieu de ça, existe encore? On va le voir. On est à la croisée des chemins sur cette crise-là. Selon vous ? Poutine est allé tellement loin ce matin que, à tout point de vue, on est en train de redessiner
des rapports de force diplomatiques et militaires Oui. qui étaient relativement figés depuis une Oui, vingtaine parce qu'on d'années. est-ce qu'on n'est pas tout simplement dépassé dans la force et dans la puissance au niveau diplomatique par cette accélération, on va dire, brutale de la situation en Ukraine? On a l'air, Catherine Gentil, on a l'air un petit peu dépassé avec les réactions qui nous arrivent. Johnson, le Canada, Berlin, en disant il faut de lourdes conséquences. Mais c'est quoi en fait? C'est ça. C'est-à-dire que tout le monde s'offusque et tout le Voilà. monde et Tout à le monde chaque prend fois acte. ce que disait monsieur, c'est-à-dire qu'on a toujours un temps de retard, quoi. C'est-à-dire que Poutine, c'est lui qui est le maître du jeu pour l'instant. On a tellement dit et répété que c'était un grand joueur d'échecs, un grand joueur de Go, etc. Mais c'est sûr qu'il a toujours un coup d'avance et que maintenant, ça va être aussi très intéressant. On parlait de la campagne électorale française, mais tous les chefs d'État là, de la planète qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans ce processus guerrier de la Russie vont vraiment être à découvert. Le roi va être nu parce qu'on va voir qui a vraiment les qualités d'un chef d'État, qui réussit à réagir de manière cartésienne et en même temps sans prendre le risque effectivement d'une troisième guerre mondiale. Et là, effectivement, il va falloir que tous les puissants de la planète montrent ce dont ils sont capables et comment ils réussissent à gérer cette crise qui est vraiment unique dans l'histoire récente. Et c'est pour ça que justement, ils se consultent tous et que pour l'instant, a priori, le G7 est maintenu et la réunion de l'Union européenne ce soir à Bruxelles. On va voir, on attend les confirmations. Mais là, effectivement, il va falloir s'unir pour avoir une réponse qui soit à la hauteur de la situation de la crise qu'on vit aujourd'hui. Voilà, il est 8h30 sur LCI, édition spéciale bien sûr depuis 5h45 ce matin. Nous vous rappelons donc que Vladimir Poutine est intervenu à la télévision, qu'il a lancé donc officiellement l'opération militaire et que de sirènes anti-bombardement ont été constatées et ont retenti à Kiev. Voilà la capitale ukrainienne, donc avec ces sirènes anti-bombardement, s'en est suivi une scène d'exode, hein, on peut le dire comme ça, avec ces véhicules qui ont rapidement quitté la capitale ukrainienne. Effectivement, des bombardements ont été constatés dans l'est du pays, dans certaines communes autour de la mer d'Azov, qui est stratégique, autour de la mer Noire également, Odessa, la ville de Mariupol concernée, la ville de Tchouyouf, dans l'est de l'Ukraine, à la frontière quasiment à l'est de la frontière avec la Russie, où l'aéroport militaire a été touché, les panaches de fumée qui s'échappent. C'est une situation assez chaotique que nous vivons, à la fois à l'est du pays, mais à l'ouest, où des constatations également de bombardements ont été signalées. Tchouyouf, justement, cette commune à l'est, avec des premières dégradations qui ont été constatées, signe que les bombardements ont été actifs dès cette nuit. Bien sûr, nous suivons l'évolution de la situation, les réactions arrivent du monde entier. Les États-Unis condamnent fermement. La France, via Emmanuel Macron, vient de tweeter son soutien bien sûr à la communauté ukrainienne. L'Ukraine qui ferme son espace aérien, bien sûr, avec les conséquences que ça a sur notre économie. Pascal Perry est là pour en parler avec nous. Et on part en Russie rejoindre en direct notre envoyé spécial Jérôme Garraud avec Michael Merle. Comment se réveille Moscou ce matin face à cette opération militaire d'envergure qui vient d'être lancée? La guerre est déclarée. Comment est-ce que ça se traduit ce matin à Moscou? Il y a un petit décalage horaire, donc il y a 2 heures de plus à Moscou. Il est déjà 10h30, mais on a vu ces moscovites se rendre au travail, coller vraiment sur leur téléphone pour suivre les dernières informations. Vous avez vu que ça avance très vite et le ministère de la Défense russe a fait quelques annonces, notamment que les villes ukrainiennes ne sont pas bombardées. Eux annoncent que ce sont les installations ukrainiennes, les installations militaires ukrainiennes uniquement, qui sont la cible de frappes très précises. On ne connaît pas encore exactement, on attend des nouvelles, on ne connaît pas encore exactement l'ampleur de cette offensive, puisque la déclaration de Vladimir Poutine était assez floue. Il parle de démilitariser l'Ukraine. Est-ce que ça veut dire attaquer ces installations militaires, attaquer des dépôts de munitions pour neutraliser les forces armées ukrainiennes? Ou est-ce que ça veut dire annexer par exemple une partie du Donbass, aller plus loin, prendre une ville stratégique comme Mariupol, ou lancer une offensive de plus grande envergure? Pour l'instant, on attend de nouvelles informations qui ne devraient pas tarder à tomber. Merci beaucoup Jérôme Garraud depuis Moscou, donc en direct. On a envie d'entendre la voix des Russes, ce qu'ils pensent, l'opinion s'est-elle rangée derrière Vladimir Poutine. Nous accueillons Aurore Berger, bonjour. Bonjour Aurore Berger, merci d'être avec nous ce matin sur LCI. Vous êtes présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Réaction d'Emmanuel Macron, il y a à peu près une quinzaine de minutes, le président de la République a donc réaffirmé son soutien au peuple ukrainien suite à cette attaque donc militaire de Vladimir Poutine. Votre réaction à la vue de ces images et de ces derniers développements sur place? La position
position de la France, elle a toujours été constante. C'était évidemment une attaque à l'intégrité, à la souveraineté de l'Ukraine qui est absolument intolérable. Ce qui est important, c'est qu'on ait non seulement une unité nationale, mais aussi européenne. On attaque souvent l'Union européenne en disant qu'elle n'est pas forcément au niveau. Il me semble que là, elle l'a été et qu'on a démontré la force aussi de ce que peut être l'Union européenne dans la réponse qui a été apportée avec des sanctions qui ont été immédiatement prises en seulement 24 heures. Un Conseil européen ce soir à la demande des différents chefs de l'État et notamment du président de la République. Donc c'est aussi la force d'une réaction coordonnée, concertée et qui ne laisse pas passer évidemment l'attitude du président. On a bien compris que c'était concerté. Était-elle finalement à la hauteur? Ce catalogue de sanctions était-il à la hauteur de la force de ce que proposait Vladimir Poutine en face? Notre responsabilité, c'était de tout tenter pour éviter la guerre. Il y a une forme de cynisme de certains qui disaient, après tout, pourquoi vous vous mêlez aussi de ce qui est en train de se passer? C'était une absolue nécessité. Il s'agit de l'Europe, il s'agit de nos frontières, de l'Union européenne, avec des risques aussi pour un certain nombre de pays membres de l'Union européenne qui s'inquiètent évidemment sur leur avenir immédiat, parce que c'est à leur porte, c'est à nos portes. Et donc je crois qu'on a bien fait. Et on a toujours dit que malheureusement, la guerre était possible, qu'elle pouvait même être probable. Mais ça n'empêchait pas, évidemment, de tout faire pour l'éviter. Et je crois que le président de la République a eu raison de tout tenter, et d'autres chefs d'État, d'ailleurs, l'ont fait. Alors, on apprend effectivement qu'à 9h, un conseil de défense est convoqué à l'Élysée, donc autour du président de la République, Emmanuel Macron. Aurore Berger, vous étiez venu pour une interview politique ce matin sur l'antenne de LCI. Il ne faut pas se le cacher, on le dit depuis ce matin. La campagne est bouleversée ce matin. Est-ce que vous pouvez parler dans ces termes ? Je ne sais pas, je pense qu'en tout cas, il y a une actualité qui est plus importante que toutes les autres actualités. Je crois qu'on doit prendre conscience de ce qui est en train de se passer et de considérer que cela nous concerne. Que ça concerne, encore une fois, le continent européen, que ça concerne notre avenir, que ça concerne nos alliés, que ça concerne un pays qui voit une nouvelle fois, après ce qui s'est passé avec la Crimée, son intégrité et sa souveraineté être complètement bousculée. Donc on ne peut pas être cynique, on ne peut pas considérer que nous ne sommes pas concernés et on doit absolument faire preuve d'unité nationale dans ce qui se passe, parce que je crois que c'est une absolue nécessité, encore une fois, au regard des enjeux. C'est l'avenir de la France, de l'Union européenne, du continent européen qui aussi sont en jeu aujourd'hui. Est-ce que le président Macron a eu au téléphone depuis l'annonce de Vladimir Poutine, pas le président de commentaire ukrainien à vous faire au-delà de ce que le président de la République a déclaré. Je peux vous dire qu'effectivement, il l'a eu sur son portable. Il s'est même précisé, c'est l'Élysée qui nous dit ça, à 8h. Donc le président Macron et le président Zelensky se sont parlé. Et le président ukrainien a décrit la situation, a demandé des interventions multiples pour soutenir l'Ukraine. Il a demandé de faire l'unité entre Européens et le président lui a affirmé tout le soutien et la solidarité de la France. Et Emmanuel Macron a aussi parlé à Charles Michel. Évidemment, donc voilà l'intervention du président, conseil de défense assuré à 9h à l'Élysée avec les répercussions peut-être sur notre quotidien. On y viendra avec Pascal dans un instant de ce conflit en Ukraine. D'abord, les autres réactions, Jade, sur la scène politique française au déclenchement de cette opération. Emmanuel Macron, vous en avez parlé. Sinon, de manière générale, les candidats à la présidentielle sont très unanimes. Pour ceux qui ont réagi, en tout cas. Jean-Luc Mélenchon, un premier candidat à la présidentielle à avoir réagi. C'était il y a une vingtaine de minutes maintenant. Il dénonce bien sûr une initiative de pure violence. Il dénonce l'opération russe et appelle à refuser une escalade insupportable. La Russie prend la responsabilité d'un recul terrible de l'histoire. Je le cite. Réaction également d'Éric Zemmour, deuxième candidat à la présidentielle à avoir réagi. Il condamne sans réserve l'intervention militaire russe, suivie de près par Anne Hidalgo, la candidate socialiste, qui déclare « Je condamne avec la plus grande énergie l'attaque brutale ordonnée par Vladimir Poutine. En ces moments sombres pour la paix, j'exprime ma solidarité et mon soutien à l'Ukraine. » Du côté de Marine Le Pen, Valérie Pécresse, pour l'instant toujours rien. Je regarde sur Twitter, idem pour Yannick Jadot et Christiane Taubira. Est-ce que vous appelez Aurore Berger tout simplement à l'unité ce matin? Est-ce que vous nous dites la classe politique doit être unie au soutien de la communauté ukrainienne et en tous les cas face à Vladimir Poutine? Ça me paraît être une évidence. Je pense que ça disqualifierait même des candidats qui, aujourd'hui, voudraient instrumentaliser ce qui est en train de se passer et voudraient rompre avec ce qui est évidemment attendu, à savoir l'unité nationale qui doit pouvoir l'emporter, l'unité européenne qui doit évidemment prévaloir. Il faut qu'on arrive à faire corps et à faire front commun par rapport à ce qui se passe, encore une fois, et qui nous concerne. Et j'insiste vraiment sur ce point-là, parce que j'ai parfois trop entendu des réactions que je trouvais cyniques ou distanciées, comme si, finalement, ce qui se passait en Ukraine
ne nous concernait pas directement. Au-delà des conséquences que cela pourrait avoir sur nos vies quotidiennes, au-delà des enjeux économiques, c'est avant tout un enjeu pour l'avenir du continent européen. Pascal, on a parlé justement de Oui. cet impact économique. Un mot là-dessus. Alors, d'abord, peut-être les bourses. On voit que la bourse de Moscou, c'est pas étonnant, baisse de 14%, que le rouble a chuté de 9%. On suivait le Japon, Kabutocho, c'est la bourse qui mesure l'indice Nikkei, moins 1,80. C'est une réaction assez modérée à ce stade. On va regarder tout à l'heure l'ouverture du marché des céréales à Chicago, puisqu'on sait que Russie plus Ukraine sont les premiers producteurs, premiers exportateurs mondiaux de céréales. Je reviens d'un mot sur l'approvisionnement en gaz. Tout à l'heure, on a écouté un point de vue qui était manifestement russe. Il y a Nord Stream 2. Pour le moment, les Allemands ont dit on n'en parle pas, il n'y aura pas d'autorisation. Et puis, il y a les voies habituelles de livraison du gaz russe qui passent. Si on a une carte, je crois qu'on a identifié une carte, on va le montrer, par l'Ukraine. Donc, situation de guerre en Ukraine. Moi, je ne sais pas quel est le statut actuel du gazoduc qui passe par l'Ukraine. Il y a l'Ukraine, la Biélorussie. Imaginons qu'il n'y ait pas d'obstacle technique à la livraison. Est-ce que vous imaginez que les Allemands, aujourd'hui européens, vont pouvoir continuer à faire du commerce avec l'ennemi? Parce qu'on en est là. On est dans une situation de tension, on est dans une situation de guerre. C'est-à-dire qu'il y a des postures économiques, il y a des postures diplomatiques. On ne peut pas continuer à ce stade d'acheter du gaz aux Russes. Alors, la France, elle est moins dépendante, elle est beaucoup moins dépendante. Ceux qui nous écoutent se posent des questions auxquelles on peut essayer de répondre très rapidement. Notre approvisionnement vient d'Europe du Nord plus que de Russie. On peut le diversifier, notamment avec l'Algérie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, malgré tout, ça aura un impact. Vous savez que le prix de l'électricité, la plaque européenne, le marché européen de l'électricité est indexé sur le prix du gaz. Comme il va monter sur le marché européen, le prix du gaz, ça aura des conséquences sur le prix de l'électricité. Ça aura aussi probablement des conséquences sur l'approvisionnement en hydrocarbures, sur les carburants. Pour le moment, le gouvernement nous indique qu'il prend des mesures pour protéger, c'est-à-dire qu'il y a un bouclier pour les consommateurs. Tout va se jouer dans le temps, Stéphane. Qui tiendra le plus longtemps? Est-ce que c'est les Européens très sensibles à la question du pouvoir d'achat? Autrement dit, est-ce que la pression des consommateurs sera la plus forte? Ou est-ce que c'est, au fond, les postures politiques? On ne peut pas accepter d'acheter n'importe quoi à n'importe qui. Il n'y a pas d'opinion en Russie, ou s'il y a une opinion, en tout cas, elle est moins sensible qu'en Europe. Là, le temps va jouer qui tiendra le plus dans la partie de bras de fer, y compris psychologique, autour de quelques indicateurs, de quelques signaux socio-économiques. C'est un élément essentiel du champ de bataille, y compris militaire. C'est le point de bascule. Quel prix est-on en mesure de devoir payer pour voir une situation, Nicolas Doménac, se clarifier en Ukraine et chez nous, gagner de la stabilité? Parce que le pouvoir d'achat, on le répète, sous le contrôle d'Aurore Berger bien sûr, c'est un thème de campagne très précis et très présent. C'est un thème de campagne qui est devenu premier ces derniers jours. Donc effectivement, il va falloir voir comment tout ça évolue. On peut souhaiter, comme l'a dit Aurore Berger tout à l'heure, que l'Union se manifeste au-delà de la dénonciation de l'agression par Vladimir Poutine, parce que c'est bien une des questions qu'on a devant nous. C'est-à-dire que, est-ce que, au fond, dans l'assistance qu'il faudra et soutien qu'il faudra porter à l'Ukraine, soutien, assistance diplomatique, militaire, jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Jusqu'où les différents partis vont être prêts à s'engager? Donc là, nous avons une question qui est en suspens. Je pense que le chef de l'État, je ne sais pas si Aurore Berger va partager mon souhait, le chef de l'État va recevoir les principaux dirigeants des partis. Il y aura sans doute une suspension de la campagne, peut-être pendant une journée ou deux. Au-delà, je suis sûr que les disputes, entre guillemets, reprendront. Et pour cause, il y a des vraies questions sur ceux qui ont soutenu Poutine. Il faudra s'interroger qui a été agent d'influence. J'évoquais tout à l'heure François Fillon, qui est au service des Russes, des grands monopoles. Ensuite, Éric Zemmour, qui nous annonçait qu'au fond, jamais Poutine n'envahirait la Russie et qu'il fallait en faire son allié privilégié. Vous savez, l'élection présidentielle, c'est pas seulement des meetings, c'est aussi, au fond, on regarde comment chaque candidat, chaque candidate, au fond, se conduit et prend ou pas la dimension présidentielle. On aura quand même une autre façon de conduire, de voir la campagne présidentielle. La scène politique a beaucoup à y gagner, finalement, dans sa capacité d'union à riposter face au géant Poutine.
À y gagner, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que oui, il y aura forcément un moment de clarification, parce qu'on voit bien que certains candidats, soit parce que leur financement aussi, parfois dépendent de la Russie, enfin, il faut quand même le dire, hein, quand on parle, les mêmes qui parlent le matin, midi et soir de souveraineté, ce qui est quand même un enjeu, il me semble, soit parce qu'ils ont repris mot pour mot la doxa qui a été celle de Vladimir Poutine. Et c'est un problème, cette espèce de révisionnisme. Enfin, le premier discours de Vladimir Poutine, il explique que l'Ukraine n'existe pas. Hier, il parle de dénazifier l'Ukraine. Enfin, est-ce qu'on se rend compte, au-delà de l'attaque, des mots qu'il emploie et du révisionnisme historique évident qu'il essaye d'instaurer, le récit qu'il essaye d'imposer. Et donc les candidats qui, soit dans un passé très récent, parce que c'était quand même il y a quelques jours, soit qui aujourd'hui seraient dans la moindre ambiguïté vis-à-vis de ce qui est en train de se passer et de l'attitude de Vladimir Poutine, pour moi, de facto se disqualifient. Est-ce qu'on a une idée sur le prochain calendrier d'Emmanuel Macron, une prise de parole sur ce conflit? Est-ce qu'il va s'adresser à la nation? Honnêtement, je ne m'étendrai pas sur le sujet. Il y a un Conseil européen ce soir. Je pense que la priorité, c'est cela. La priorité, c'est une réponse coordonnée de l'Union européenne, comme il y a déjà eu des sanctions il y a 24 heures. Donc ce sera ça qui est en jeu. J'imagine que le président de la République aura à cœur, évidemment, de s'exprimer vis-à-vis des Français, parce que je pense que déjà, on a des ressortissants en Ukraine. Bien sûr. Et donc, il y a déjà la sécurité de nos propres ressortissants et ce qui a été mis en place par notre ambassade. Nous n'avons pas déserté l'Ukraine. Et donc, je crois que c'est important aussi de dire que c'est d'abord la sécurité des Français qui sont sur place. Justement, il faut aussi aussi voir Berger. Est-ce qu'on en sait un peu plus? On était avec Solène Riou tout à l'heure devant le Quai d'Orsay pour toutes les proches des familles qui sont en Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut leur dire ce matin? C'est le travail qui est mis en place directement par l'ambassade qui est en Ukraine, évidemment, en lien en permanence avec les Quai d'Orsay. Vous imaginez bien que ce n'est pas depuis cette nuit uniquement que ce travail a été engagé et que ce travail préparatoire, il a évidemment été conduit et que le Quai d'Orsay continue à le faire, bien sûr. Parce que n'oublions pas que l'annonce de ce rapatriement avait été faite antérieurement à l'annonce de Vladimir Poutine cette nuit, signe quand même que sur le timing, sur le timing, ça se préparait. Juste Pascal, après Catherine, une image quand même ce matin, parce que ce qui se passe à Kiev nous intéresse. Regardez ces embouteillages. C'est l'exode à Kiev. Ouais. Voilà l'image qu'on voulait vous présenter. Des centaines de véhicules en ce moment même dans les bouchons. On avait un ressortissant français tout à l'heure qui nous disait « Écoutez, moi je quitte la ville. Je ne sais pas où je vais aller, les autorités françaises. Je suis en lien avec l'ambassade, mais je vais partir. » C'est une image qui dit beaucoup, Catherine Gentil, sur l'état d'esprit. Kiev, la capitale, on le rappelle, loin de la ligne de front, supposée, entre guillemets. Signe bien sûr que l'inquiétude est très forte. L'inquiétude est d'autant plus forte qu'effectivement, d'après les témoignages qu'on a entendus, il y a eu des explosions qui ont retenti dans la région de Kiev. Donc, on n'a pas encore réussi à savoir exactement de quelle arme ou de quel bombardement il pouvait s'agir, si c'était bien ça d'ailleurs. Mais évidemment, la population civile, elle sait qu'elle va être prise au piège si jamais le conflit devait vraiment s'étendre. Et c'est ce dont on parlait déjà dès hier entre les Européens et même dans les jours précédents, c'est répondre effectivement à la vague migratoire qui pourrait se produire à cause de ce conflit. On parle de 5 millions de déplacés potentiels à l'ONU, c'est ce qui a été dit hier. Donc l'idée, c'est notamment en Pologne, enfin dans tous les pays limitrophes, d'apporter de l'aide, que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue de la nourriture, enfin tout ce dont a besoin une population qui se retrouve totalement démunie du jour au lendemain en ayant quitté sa ville, en emportant le strict minimum. Et alors ce qui est intéressant aussi concernant les Français, c'est que, et c'est souvent le cas dans les zones de conflit d'ailleurs, les Français, contrairement aux Américains, aux Canadiens et Britanniques, sont restés à Kiev. C'est-à-dire ils n'ont pas délocalisé l'ambassade. Vous parlez de la représentation diplomatique. Ouais, exactement. L'ambassade de France a gardé est resté à Kiev et n'est pas parti à la frontière de l'Ouest ou même n'a pas quitté le pays comme les Américains et les Britanniques. Et ils avaient même gardé les observateurs de l'OSCE qui étaient sur la ligne de front et qui justement signalaient les violations du cessez-le-feu ces derniers jours. Les Français étaient aussi restés. Ça veut dire qu'il y a encore une structure française sur place qui peut aider les ressortissants français. Et il va y avoir très probablement des avions affrétés par la République, parce que maintenant que l'espace aérien, peut-être l'aéroport est fermé, pour essayer de rapatrier aussi bien que possible, peut-être. Je ne connais pas les détails de logistique, mais en tous les cas, les services diplomatiques doivent être à la tâche. Nicolas. Justement, Stéphane, pour ceux qui se réveilleraient maintenant, je veux dire, il faut bien comprendre, d'ailleurs, ce que disait aussi Catherine Gentil tout à l'heure, qu'on se réveille
devant une réalité d'un basculement dans un univers qui est plus celui d'hier où on était engoncé, enfin encoconné dans la paix, veut dire c'était entre Disneyland et le musée du Louvre, au fond c'était notre univers, et la croissance est-elle suffisante, insuffisante, veut dire sans penser que la paix pouvait encore être menacée, devait être préservée, et que pour préparer la paix, il faut préparer la guerre, enfin pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Donc c'est vraiment un basculement, c'est à nos portes, quoi, c'est-à-dire ça tape à nos portes, c'est bonjour, un autre univers se présente. On va vous montrer également ces images qui nous arrivent, parce qu'on parlait beaucoup de cette bataille aérienne avec Catherine Gentil tout à l'heure, et ces bombardements aériens. Ça y est, on est au ras du sol maintenant. Catherine et tous les intervenants sur ce plateau, voilà les forces russes qui débarquent, en tous les cas qui ont pour mission de franchir la frontière et se positionner donc sur le territoire ukrainien. Voilà, l'opération militaire est lancée, action directe, concrétisation directe sur le terrain. Aérien. Voilà, c'est la tactique militaire classique, hein, c'est-à-dire c'est d'abord bombardement aérien ou par l'artillerie pour anéantir les forces adverses, et notamment on a vu les Russes visiblement ont bombardé les bases aériennes ukrainiennes, et puis après, une fois que vous avez fait cette espèce de tapis de bombe, hein, comme l'appellent les militaires, vous pouvez faire entrer après les forces terrestres, puisque vous avez écarté la plupart des dangers qui auraient pu effectivement permettre une contre-attaque. Tiens, Aurore Berger, qu'est-ce qu'il faut dire aux Français ? Non, mais aux téléspectateurs qui nous regardent ce matin, qui voient effectivement Nicolas, faut pas oublier qu'on se réveille avec une guerre. On a basculé. On a basculé aux portes de l'Europe. Les Français qui nous regardent, ils se disent mais qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi ? On va les voter ? On va voter pour qui ? Qu'est-ce qu'il faut leur dire ce matin ? Voilà. Non, mais... Je ne m'engagerai pas sur ce terrain-là ce matin, pas sur pour qui il faut aller voter. Enfin, je crois que ce n'est pas le sujet qu'on a ce matin, en vérité. Il y aura un moment de vérité qui sera suite de l'ensemble des candidats, et les Français jugeront aussi par rapport à l'attitude qu'ils auront eue par rapport à ce qui est en train, encore une fois, de se passer, par rapport à la dignité du débat public qu'on doit avoir dans ce moment-là. Évidemment que chacun se réveille, moi comme vous, avec un moment de sidération, parce que c'est sur notre continent que c'est en train de se passer. Ma génération, par exemple, n'est pas tout à fait coutumière de ce qui est en train de se passer. Donc ce phénomène de sidération, il est évidemment d'abord ce qui nous emporte. Et encore une fois, c'est ce que je disais, rompre avec ce cynisme qui voudrait penser ou laisser croire que cela ne nous concerne pas. Cela nous concerne notre continent, et concerne aussi, encore une fois, un pays qui est un pays allié, qui est un pays stratégique, et aussi des États membres de l'Union européenne qui pourraient voir leurs frontières être déstabilisées, à la fois sur, évidemment, des populations qui pourraient être déplacées, c'est ce que vous montriez sur vos images, mais aussi parce que ces pays s'inquiètent, évidemment, sur ce qui peut se passer dans quelques heures, dans quelques jours. C'est la peur historique des Donc Polonais. c'est notre responsabilité, évidemment, les européenne. Polonais, dans l'esprit des Russes, la Pologne est une fiction. C'est-à-dire que la Pologne, soit elle est allemande, soit elle est russe. Donc, on va loin, là. C'est-à-dire que hier soir, effectivement, on se disait, tiens, un bras de fer économique. Là, ce matin, on en est à la neutralisation des moyens de défense de l'armée ukrainienne, à une invasion terrestre. Quand on met le pied, quand il s'agit simplement ou d'explosion ou de bombardement, c'est une chose, mais quand on met le pied, quand les soldats d'une armée étrangère mettent le pied sur un territoire qui leur est étranger, précisément, on bascule quand même dans un autre monde. Tout à l'heure, je vous entendais évoquer le point de vue des responsables politiques français. Moi, je le regarderai aussi à l'échelon européen. Les Russes ont un formidable agent d'influence en Europe qui s'appelle Gazprom. Gazprom a salarié une partie des anciens politiques allemands, y compris français. Certains Français ont des relations, Gerhard Schröder, l'ancien chancelier. Mais Gazprom a aussi une influence au Parlement européen et une influence au Bundestag. C'est-à-dire qu'on sait que les Allemands sont très sensibles. C'est un choix d'Angela Merkel qui, aujourd'hui, d'ailleurs, est contesté par la géopolitique. Heureusement qu'on a le nucléaire, au passage, en France, disons-le clairement, pour produire un peu d'énergie. Mais j'attends de voir comment, finalement, les uns et les autres vont arbitrer leurs intérêts. Je pensais, au fond de moi, choisir leur camp. Je n'irai pas jusque-là, mais je dirais arbitrer leurs intérêts. Catherine Gentil, est-ce que la France n'est pas prise en tenaille, quelque part, dans cette histoire ? Et la ligne à adopter par les autorités ? Non, je pense que quand même la France, elle a été claire depuis le début. C'est-à-dire que hier, je crois que c'est Gabriel Attal qui a utilisé une expression assez intéressante. On était dans le jusqu'au boutisme diplomatique.
Et enfin, c'était frappé au coin du bon sens, et ça l'est toujours, parce qu'effectivement, un jour, il va falloir ramener Vladimir Poutine à la table des négociations, hein, sauf s'il est renversé et que voilà. Mais on n'en est pas là, c'est plutôt l'inverse. Hein. Donc la France, elle a toujours été claire, elle a dit nous condamnons toute agression possible vis-à-vis de l'Ukraine de quelque manière que ce soit, mais pour éviter justement la guerre et la Troisième Guerre mondiale dont parlait Joe Biden, on va avoir une dimension diplomatique dans cette crise. Et effectivement, en l'occurrence, c'est la France qui a pris un peu ce risque, hein, parce que c'est vrai que négocier avec Vladimir Poutine, c'est pas donné au premier venu. Hein. C'est quand même quelqu'un qui est au pouvoir depuis plus de 20 ans, qui a traversé de très nombreuses crises. Donc, pour lui, discuter avec un président de la République, un Premier ministre, etc., c'est un peu, ça lui est déjà arrivé des dizaines de fois. Donc c'est vrai que c'était un pari dangereux parce que Vladimir Poutine est un interlocuteur redoutable. Mais en même temps, tout le monde s'accorde à dire, à part deux ou trois personnes, qu'il n'y avait pas d'autre solution, qu'il fallait vraiment essayer de négocier. Maintenant, la question, c'est que quand on va négocier, qu'est-ce qu'on a apporté ? C'est-à-dire que des deux côtés, on était sur des positions quand même assez irréconciliables. C'est-à-dire d'un côté, Vladimir Poutine qui demandait l'engagement signé que l'Ukraine n'entrerait pas dans l'OTAN, et de l'autre côté, Emmanuel Macron ou Olaf Scholz, etc., qui évidemment ne pouvaient pas signer un tel engagement, même s'il était acquis que de toute façon, l'Ukraine n'allait pas entrer dans l'OTAN. Mais ça, c'était vraiment un gap, comme on dit en anglais, c'était vraiment un fossé qu'il ne pouvait pas combler. Donc ça a continué sur cette aventure militaire. Mais la France, elle a quand même été dans une situation difficile, parce que d'un côté, il y avait la négociation, et de l'autre côté, il fallait absolument avoir la fermeté. Mais elle n'est pas prise en tenaille parce qu'au bout du compte, elle a quand même une position assez claire. Et justement, en s'isolant complètement comme ça de ses partenaires européens, quel est le risque réel de Vladimir Poutine d'être encore plus dans un clash frontal avec l'Union européenne ? Ah bah oui, de toute façon, alors ça, c'est pas du tout ce qui lui fait peur, hein, je pense, à Vladimir Poutine. Déjà, quand Joe Biden... C'est une provocation ? C'est pas ce qu'il cherche, mais lui, de toute façon, il a un objectif, c'est effectivement ce qu'il appelle démilitariser l'Ukraine. Il en rajoute une petite couche en disant il a dénazénifié, je sais pas comment on dit. Dénazifié, voilà, ça c'est évidemment un petit vernis pour essayer de mettre de son côté les gens bien pensants qui disent ah bah oui, effectivement, s'il y a des nazis, ça justifie une intervention militaire. Mais non, je pense que Vladimir Poutine, il se pose pas la question de l'Union européenne parce qu'il suffit qu'il ferme le robinet du gaz. Donc il sait très bien que dans le rapport de force, il est quand même aujourd'hui dans une position qui est pas qui est plutôt enviable de ce point de vue-là. Donc il sait de toute façon qu'en ayant passé cette frontière avec l'Ukraine, il est forcément aux antipodes de ce qu'est l'Occident et ce qui étaient les demandes de l'Occident. Mais ça, il l'a planifié, il le sait. Il a la possibilité de fermer le gaz. Il a l'arme nucléaire, comme il l'a rappelé devant le président Macron. Donc pour lui, pour l'instant, franchement, personne ne peut s'y opposer. Hein. Il a une frontière à l'est avec la Chine. Ouais. Xi Jinping et Poutine se sont rencontrés il y a moins d'un mois. J'aimerais savoir ce qu'ils se sont dit. Est-ce que le plan était déjà dans la tête de Poutine, donc l'option B qui consiste à dire, bah voilà, je vais me fermer du côté de l'Ouest, mais est-ce qu'on peut coopérer, financer la dette russe, trouver une destination pour les hydrocarbures, sortir du système SWIFT, qui est le système des échanges financiers internationaux. Tout ça a dû probablement être prévu et réfléchi. Il y a un parfum de guerre froide. L'édition spéciale se poursuit sur LCI. Merci à tous de nous avoir retrouvés sur ce plateau. Merci beaucoup à Aurore Berger. On vous rappelle les principales informations de cette matinée et les images les plus marquantes. Début de l'opération militaire donc en Ukraine. Vladimir Poutine a lancé son armée donc à l'assaut du Donbass et peut-être plus au nord, même sur Kiev, où des sirènes, vous les entendez derrière moi, anti-bombardement, ont retenti dans la capitale ukrainienne. Conséquence directe, des centaines de véhicules qui ont bravé les embouteillages. C'est l'exode donc dans le nord du pays, des bombardements un peu partout. Alors dans le sud du pays, dans l'est et même également dans l'ouest, certains témoins nous disent qu'ils ont entendu des sirènes anti-bombardement. Image ici de ces embouteillages monstres dans la capitale ukrainienne, de ces bombardements, de ce panache de fumée
à l'est de pays, Tchoulyiv en Ukraine. C'est l'aéroport militaire qui, semble-t-il, a été touché. Et bien sûr, Kadi, au sol, les chars. Oui, l'opération terrestre donc, qui a commencé. Les chars sont entrés en Ukraine. Vous le voyez sur ces images à la frontière entre l'Ukraine et la Crimée. Des images impressionnantes qu'on voit depuis quelques minutes maintenant, qui ont donc prêté main forte aux opérations qui avaient démarré, Stéphane, très tôt ce matin, vers 4 heures. Il était 4 heures environ du matin quand on a été tous un peu surpris par cette annonce de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui s'exprimait à la télévision. Au même moment où le Conseil de sécurité se réunissait à l'ONU, qui nous accueillit donc en plein cœur de cette nuit. La guerre donc a démarré, opération militaire. Nous sommes là pour en parler toute la journée. Thomas Misraki prend le relais. Je vous propose d'écouter d'ailleurs Vladimir Poutine, le président russe, au cours de son annonce à la télévision cette nuit. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. Nous nous efforcerons d'arriver à une démilitarisation et à une dénazification de l'Ukraine. Nous n'avons pas dans nos plans une occupation des territoires ukrainiens. Nous ne comptons imposer rien par la force à personne. Mais j'appelle les militaires ukrainiens à déposer les armes. Je m'adresse à ceux qui tenteraient d'interférer avec nous. Ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. Chers camarades militaires ukrainiens, vos pères, grands-pères et arrière-grands-pères n'ont pas combattu en défendant notre patrie pour que les néo-nazis d'aujourd'hui prennent le pouvoir en Ukraine. Vous avez prêté serment d'allégeance au peuple ukrainien et non à la junte antipopulaire qui vole et harcèle son propre peuple. Ne suivez pas ces ordres criminels. Bonjour à tous, merci d'être avec nous en direct sur LCI, émission spéciale entièrement consacrée à la situation en Ukraine. Des explosions ont donc eu lieu dans plusieurs villes du pays, des attaques sont en cours sur au moins 2 fronts. La guerre a débuté cette nuit. Vladimir Poutine a pris la parole pour l'annoncer. Le président russe dit vouloir défendre les séparatistes à l'est du pays. Il annonce aussi une réplique à ceux qui s'y opposeraient. Pas de panique, nous allons vaincre.